Bonjour à tous. Coucou. Ah, t'es là, toi. Bon, écoute, entre nous, on va pas se mentir. En vrai, la plupart des gens, ils vont s'arrêter juste à ton bonjour pour regarder tes vidéos parce que le reste de ce que tu vas raconter, ils vont rien biter. Oh, je trouve que tu y vas vraiment fort, là, non? Non, mais c'est la vérité, quoi. Regarde un petit peu certains commentaires. Il y en a qui n'hésitent pas à le dire, hein, donc Ouais, bah c'est voilà. normal, hein. Si je dois parler de recherche mathématique, forcément, je vais parler de mathématiques qui sont pas compréhensibles par tout le monde, hein. Ouais, mais c'est valide pas que dans tes vidéos quoi recherche, tu sais. Donc écoute, là, moi, je suis là juste pour permettre aux gens de rester un petit peu plus longtemps que juste à ton simple bonjour. Bon, écoute, tu veux bien me laisser faire l'épisode tranquillement, ou presque tranquillement? Ouais, ok, je vais te laisser tranquille. Je vais me remettre à geeker. Si tu as besoin de moi, bah, t'hésites pas à faire signe. Et puis même si t'as pas besoin de moi, je me permettrai d'intervenir, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, par contre, tu vas pas oublier de baisser le volume de la console, s'il te plaît. Ah oui, mince, excuse-moi. Voilà, super. Voilà, c'est mieux. Super, merci. Merci bien. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Quoi Recherche, épisode E de notre saison 3, qui a pour but de vous présenter une extension d'une généralisation de la correspondance de Robinson-Chested-Nuss via de la combinatoire de type A. À tes souhaits. Après vous avoir introduit différents outils qui sont très utiles pour comprendre comment fonctionne la correspondance de Robinson-Chested-Nuss, chose que je vous ai racontée lors du dernier épisode du Quoi Recherche, aujourd'hui j'aimerais commencer à amener une autre réalisation de la correspondance de Robinson-Chested-Nuss, et celle-ci va faire appel à ce qu'on appelle les invariants de Green-Klettmann. Et pour vous parler de ça, il va falloir d'abord que je vous fasse un petit peu de rappel sur les graphes, et notamment les graphes orientés. Alors qu'est-ce qu'un graphe orienté? Vous pouvez le voir de deux façons distinctes. Soit vous le voyez comme un couple VE, où vous avez V qui va correspondre à un ensemble de sommets, et E, un ensemble d'arêtes. V comme vertex pour sommet et puis E comme edge pour arête. Voilà, exactement, ouais. Et ce que vous allez faire pour votre ensemble d'arêtes, il faut voir ça comme des couples d'éléments comme ceci, I et J, avec I et J des sommets. Et vraiment, il faut les voir comme des couples et pas comme des ensembles. Et j'ajouterai en plus que ça doit être un multi-ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un multi-ensemble? Eh bien, c'est un ensemble dans lequel on peut se permettre d'avoir plusieurs copies d'un même élément. En effet, il n'est pas impossible qu'entre deux sommets I et J, on ait un certain nombre de flèches qui soient comprises entre I et J et qui vont de I vers J. Voilà. Donc, soit vous pouvez voir un graphe de cette manière-là, soit vous pouvez le voir comme un carquois. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans les saisons précédentes, mais c'est pas très grave, ça me permet aussi de faire un rappel là-dessus. Donc, on peut le voir comme un carquois en voyant ceci comme G0, c'est encore une fois les sommets. G1, ça va être un ensemble de flèches. Et là, l'avantage, c'est que dans G1, vous pouvez vraiment distinguer par des noms les différentes flèches qui vont apparaître. Donc, c'est ça aussi l'avantage dans cette écriture-là. Et puis, S et T vont correspondre à des fonctions source et puis. Donc, source et puis. Donc, autrement dit, pour une flèche donnée, si je fais S de cette flèche, je vais être envoyé vers une source. Et si je m'amuse à faire T de la flèche, je vais être envoyé vers un puits. Donc autrement dit, dans le graphe, vous allez avoir votre flèche alpha qui va partir de la source de alpha et qui va arriver au puits de alpha. L'avantage de cette écriture-là aussi, c'est que ça permet plus facilement de considérer aussi des graphes infinis dans lesquels on peut avoir des boucles, une infinité de boucles par exemple, etc. Vraiment distinguer tout ce que l'on a besoin de distinguer. Alors si je devais m'amuser à faire ça sur un exemple, donc j'ai déjà dessiné des graphes sur ce tableau, ces deux choses-là sont des graphes. Et donc, si vous voulez un peu de formalisme par rapport à ce que j'ai posé comme définition, vous pouvez très bien donner des noms à vos sommets, donc ici A, B, C, D, E, disons. Vous donnez des noms à vos flèches, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Et par le formalisme qui est ici, vous pouvez très bien considérer les sommets ici donc, comme étant l'ensemble A, B, C, D, E, et les arêtes comme étant les couples qui vont d'une source vers un but. Donc là, ici, vous avez le couple AB, vous avez le couple BE, vous avez le couple CD, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser le formalisme qui est ici, en disant que vous avez en effet comme ensemble A, B, C, D, E pour les sommets, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon pour les flèches, et puis vous avez vos fonctions source et puits, donc là, ça veut dire que S de alpha, c'est A, et T de alpha, c'est B, etc., etc. Donc cela définit ce qu'on appelle les graphes orientés.
Bien sûr, les ensembles V et E seront supposés finis. Donc V, E ou G0, G1 sont finis. Voilà, histoire juste de rendre les choses le plus agréable possible à comprendre. Alors il y a un peu de formalisme aussi assez important à connaître sur les graphes, comme les définitions de chemin, les définitions de cycle, etc. Je vais en faire un rappel très rapide. Hop. Donc, je vais me permettre d'utiliser le formalisme des Carquois parce que ça me paraît déjà plus agréable à manipuler. Mais en effet, vous pouvez réécrire ça en utilisant le formalisme VE. Il n'y a pas de problème non plus. Donc, les chemins sur un graphe, c'est tout simplement une suite de flèches. Donc, cette suite de flèches, vous pouvez l'écrire par exemple alpha L jusqu'à alpha 1. Donc, avec alpha I, des éléments qui sont dans G1. Ou alors, vous pouvez considérer aussi des chemins paresseux. Donc, c'est des chemins dans lesquels vous ne bougez absolument pas. Donc, vous êtes sur un sommet et vous restez sur ce sommet. Donc, les chemins paresseux, je vais les noter EQ. Donc, avec Q éléments donc, dans G0, dans les sommets. Et ce que je vais demander pour les chemins qui s'écrivent comme ça, c'est que là, je vais considérer l'écriture comme de la composition de fonctions. C'est-à-dire que je veux que S, la source donc de alpha i plus 1 soit égale au puits de alpha i. Donc là, par exemple, si je devais essayer d'écrire quelques chemins dans cette affaire-là, un chemin, notamment le chemin le plus long que je pourrais avoir ici, ça serait epsilon, gamma, bêta. Donc voilà un exemple de chemin, et je répète, je l'ai écrit sous la forme de composition de fonctions. Voyez les flèches comme des fonctions, et quand vous écrivez la composition de fonctions, vous devez vraiment l'écrire à l'envers par rapport à ce que vous voulez écrire pour votre chemin. Ça, c'est une convention assez utile, notamment quand on travaille avec les Carquois. Mais bref, c'est une convention, voilà, je pourrais très bien considérer l'écriture dans l'autre sens, en tout cas pour l'instant, mais je pense que ça sera déjà utile de commencer à l'écrire dans ce sens-là. Donc voilà, ce sont des chemins, et bien sûr la longueur, donc c'est ce que je commence à dire, parce que là je parle de chemin le plus long. En quel sens est-ce que ce chemin est le plus long? C'est le chemin le plus long si on compte les flèches qu'on parcourt dans ce chemin-là. Là, on a exactement 3 flèches qu'on parcourt dans ce chemin. Il y a d'autres chemins où on parcourait une flèche, 2 flèches, voire même 0 flèche. Donc là, en fait, la longueur d'un chemin, comme je viens de le dire, c'est le nombre de flèches parcourues. Et donc là, le nombre de flèches parcourues, c'est 3, donc la longueur de ce chemin, c'est 3. On peut parler maintenant de cycle. Donc qu'est-ce qu'un cycle? Bien, c'est un chemin qui doit boucler. Donc c'est-à-dire qu'il faut que la source de ce chemin soit égale au puits de ce chemin. Donc là, si vous voulez, on peut aussi étendre les fonctions source et puits au chemin en disant que la source du chemin, c'est égal à la source de la première, de la dernière flèche dans l'écriture ici, mais sinon c'est la première flèche parcourue. Et le puits pareil, bien sûr. Donc vous pouvez faire la même chose pour étendre ces deux fonctions. Et donc, ce que vous allez demander à un cycle, c'est en fait un chemin. C'est tel que la source de ce chemin, c'est égal au puits de ce chemin. Alors là, vous pouvez constater que dans les deux exemples de graphes que je vous ai donnés, vous n'avez pas de cycle. Et dire qu'on a un graphe qui n'a pas de cycle, ça veut dire qu'il est acyclique. Donc, un graphe G est dit acyclique s'il ne contient pas de cycle. Et à partir de maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va supposer d'office que nous travaillons avec des graphes qui sont acycliques. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc on va toujours travailler avec des graphes acycliques ici. Vous allez très vite comprendre pourquoi quand on va commencer à expliquer comment fonctionne le calcul de l'invariant ou des invariants de Dirichlet-Mann. Alors ok, j'ai parlé de chemin, j'ai parlé de cycle, je vais parler d'un autre truc parce que ça c'est plutôt pas mal aussi pour justifier ce qu'on appelle la connexité d'un graphe. On peut aussi parler de marche.
Alors pour pouvoir parler de marche, il va falloir que je parle d'inverse formel des flèches. Alors l'inverse formel des flèches, ça veut juste dire que vous considérez pouvoir réinverser le sens des flèches dans votre graphe, alors sachant que vous considérez que c'est une inverse formelle. En soi, c'est pas nécessairement... Donc ce que je veux dire, c'est que dans le graphe, il n'y a pas forcément d'inverse à la flèche, hein, et de toute façon, n'importe quelle flèche n'est pas vraiment inversible dans notre graphe. Mais ce que vous allez considérer ici, c'est que vous allez vous dire, ok, je peux considérer quand même le fait de lire la flèche à l'envers. C'est ça que je veux en soi. Donc c'est ça qu'on entend par inverse formel, c'est le fait qu'on ait la possibilité de lire la flèche dans le sens inverse. D'accord? Donc inverse formel de alpha. Donc si j'ai alpha, un élément parmi les flèches, alors je vais le noter juste alpha moins 1, et je vais juste considérer que S, donc la source de alpha moins 1, ça sera le puits de alpha, et le puits de alpha moins 1, ça va être la source de alpha. Voilà. C'est juste un inverse formel, ça ne va pas forcément se simplifier par rapport aux compositions. C'est ça que j'entends ici, hein, c'est important. Je peux demander à avoir des simplifications, bien sûr. Il y a des questions d'avoir des, entre guillemets, mots réduits ou des chemins réduits, bien sûr. Enfin, c'est pas des chemins d'ailleurs, c'est plutôt des marches réduites, hein, on va y venir. Mais bon, ici, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance de simplifier alpha-1 avec alpha. En tout cas, pour aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Donc oui, en effet, je veux vous parler de marche. Et en fait, une marche, ça va être un peu pareil, c'est soit des marches paresseuses, donc là, on va noter EQQ appartenant à G0, donc là, c'est des marches où on ne bouge absolument pas, ou alors, ça va être une suite, bêta L jusqu'à bêta 1, où les bêta I sont soit des flèches, ou alors des inverses formelles. Donc je vais me permettre d'écrire juste G1 puissance moins 1, l'ensemble des inverses formelles données par les flèches qui sont dans le graphe. Et ce que je vais demander encore une fois, c'est que les flèches se composent correctement. Donc c'est-à-dire que je veux que S de bêta I plus 1, c'est égal à T de bêta I. Voilà. Donc là, si je devais donner un exemple de marche, là, je peux partir par exemple du chemin que je viens d'écrire, et je peux par exemple, à partir de epsilon, décider de suivre delta à l'envers. Donc c'est pas impossible de faire la marche suivante, par exemple. Voilà. Et je pourrais aussi avoir des cycles dans ce sens-là. D'ailleurs, ça va être des cycles non orientés maintenant. Donc là, il y a la possibilité d'avoir un cycle non orienté. Ça serait celui-là. Ça, c'est un exemple de cycle non orienté. Donc, je vais peut-être me permettre de le dire, même si ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt pour aujourd'hui. Mais cycle non orienté. Là, vous avez une possibilité. Donc, ça va être une marche, en fait. Vous pouvez dire ça comme ça. C'est une marche cyclique. Donc, pour moi, quand je parlais de cycle, c'était vraiment un cycle orienté. D'accord ? C'est vrai qu'on peut normalement distinguer les deux, cycle orienté ou cycle non orienté. Ici, ce qui m'importe vraiment le plus, c'est de vraiment pas avoir de cycle orienté. C'est tout ce qui m'importe. On peut avoir des cycles non orientés, c'est pas un problème. Mais ce qui importe vraiment le plus, c'est de ne pas avoir de cycle orienté. Bien sûr, il y a d'autres gens qui peuvent considérer acycliques les graphes pour lesquels on n'a pas de marche cyclique. Voilà. Mais là, pour moi, ici, c'est vraiment que des chemins cycliques que je veux éviter d'avoir. Donc, on a des marches, et maintenant qu'on a des marches, on peut en effet amener la définition de connexité. Donc, un graphe est dit connexe si et seulement si, pour n'importe quelle paire Q et R de sommets, il existe un chemin, enfin pas un chemin, une marche d'ailleurs. Il existe une marche, je vais l'appeler W, W pour... alors là, W pour walk. Merci. Hop, donc W une marche, telle que la source de W c'est Q et le puits de W c'est R. Et donc là, vous avez des exemples. Là, c'est bien sûr un graphe connexe. Celui-là aussi, c'est un graphe connexe. Ok, et donc à partir de maintenant, je vais supposer que mes graphes sont connexes et acycliques. Donc je répète, sans cycle orienté. Sans, si vous préférez, chemin cyclique.
Voilà, donc ça sera l'hypothèse sous-jacente à ce qui va suivre. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment le calcul de l'invariant de Green-Kleitman s'effectue. C'est pour avoir un peu de place. Et je vais même d'abord vous faire un exemple explicite à partir donc du graphe que j'ai fait ici. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez considérer un remplissage de votre graphe. C'est quoi un remplissage? C'est tout simplement une fonction qui, à n'importe quel élément, donc à n'importe quel sommet de votre graphe, vous lui associez un entier naturel. Alors je vais reprendre l'exemple que j'ai préparé. Donc on a ici 2, 4, 2, 3, 1. Voilà. Si je reprends l'exemple que j'ai préparé, voilà le remplissage que j'ai considéré. Et maintenant qu'on a ce remplissage, on peut attribuer à n'importe quel chemin un poids. Donc, vous avez f qui va de G0 vers n, un remplissage. Et vous pouvez attribuer un poids, que je vais noter WF. Yes, W une banane. cette fois-ci pour... Ou quoi? Ah, W pour weight cette fois-ci. Ouais. Voilà, merci. Hop, donc pour n'importe quel chemin. Et en fait, ce poids, bah, ça va être tout bêtement la somme des sommets apparaissant dans le chemin des images par f de ces sommets. Donc là, par exemple, si je reprends le chemin que j'ai ici, epsilon, gamma, bêta, je peux considérer maintenant le poids de ce chemin et faire la somme des sommets que je parcours. Donc là, ici, je vais avoir 2 plus 4 plus 2 plus 1. Donc ceci va me donner 9. Voilà, j'attribue des poids à mes chemins. Et je peux faire la même chose pour n'importe quel uplet de chemin. Donc je vais faire la même chose. Donc on va étendre ces calculs de poids sur des uplets de chemin. Et tout ce qu'on va faire, c'est donc le poids d'un uplet de chemin, C1 jusqu'à CP, disons. Ça va être la somme pour Q appartenant à au moins un des chemins, donc I allant de 1 à P, donc de F de Q. Donc là, par exemple, je pourrais m'amuser à regarder le poids donné par exemple, disons, le uplet alpha bêta. Si je regarde ça, je vais obtenir 2 plus 3 plus 4. Remarquez que je n'ai pas fait 2 plus 2, donc du fait que vous avez 2 qui apparaît à la fois dans alpha et bêta. Vraiment, c'est dans l'union. Donc j'entends ici qu'on n'a pas un multi-ensemble, on a vraiment juste un ensemble de sommets qu'on considère là. Donc ici, je vais avoir en effet 2 plus 3 plus 4, qui nous donne 9. Encore une fois. Bien, alors maintenant que j'ai fait ça, je vais vous expliquer comment marche le calcul de l'invariant. Hop. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est déterminer le chemin de poids maximal que vous pouvez trouver dans votre graphe. Calcul de GK. Donc là, c'est GK dépendant du graphe et dépendant aussi de la fonction qu'on a choisie. Donc, première étape, donc déterminer le poids, le chemin de poids maximal dans votre graphe. Donc ici, dans mon exemple, le chemin de poids maximal, ça va bien sûr être le chemin epsilon, gamma, bêta, et je vais retenir la valeur obtenue. Donc la valeur obtenue, je vais l'appeler ici delta 1. Puis je recommence en faisant la même chose, mais pour les deux chemins. Donc les deux chemins, c'est quoi? Ça va être les paires de chemins. Et ce que je veux, c'est que la paire de chemins atteigne un poids maximal. Donc deux chemins. Tac, tac, tac. Et on retient aussi la valeur qu'on va noter delta 2. Et puis on continue.
On continue avec les 3 chemins. Donc avec les 3 chemins, les 4 chemins, etc. Jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. On ait fait le tour de de tous les sommets du graphe, de tous les sommets du graphe. Donc étant donné que les graphes sont finis, forcément le nombre de sommets est fini et également le nombre de flèches est fini, donc ça veut dire qu'on a un nombre de chemins fini. Il y a forcément un moment, donc on aura réussi à faire le tour de tous les sommets de notre graphe. D'accord? Alors, je peux même être un tout petit peu plus précis pour permettre un arrêt un petit peu avant d'avoir fait le tour de tous les sommets. On peut faire le tour, on peut s'arrêter jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de tous les sommets du graphe qui ont une image non nulle. Dès qu'on arrive à un moment où les autres sommets vont être nuls, vous allez voir que par rapport au résultat que je vais écrire, ça n'aura plus vraiment d'importance de regarder les valeurs supérieures de ces deltas que j'ai notées. Et donc le résultat de l'invariant de Green-Klettmann, donc en posant delta 0 égale 0, on définit GK, G de F comme étant le partage donné par delta 1 moins delta 0, delta 2 moins delta 1, etc. Et je viens de déjà dire une chose importante qui n'est pas si évidente à voir, c'est qu'en effet, le résultat que vous allez obtenir, c'est un partage. C'est un partage d'entiers, donc ça veut dire que ça doit être une suite d'entiers positifs stricts qui doit être décroissante. Alors bien sûr, au bout d'un moment, si vous avez des zéros, vous les enlevez. C'est en cela que, en effet, le fait d'arriver à un moment donné où on a fait le tour de toutes les valeurs non nulles de la fonction, ça vous permet d'arrêter le calcul, puisque dès lors que vous commencez à avoir à ajouter des sommets pour lesquels vous avez encore des zéros, dans ce cas-là, vous allez avoir delta i plus 1 qui est égal à delta i. Et du coup, la soustraction va donner 0. Donc ça n'aura pas beaucoup d'autre intérêt. Donc là, si je m'amuse à faire le calcul jusqu'au bout de ce graphe-là, et je me lance dans le calcul, donc là, les 2 chemins, vous pouvez constater qu'en effet, il vous suffit de faire 2 chemins pour faire le tour de tous les sommets de ce graphe. Donc là, on va donc s'arrêter à delta 2. Donc dans l'exemple ici, delta 1 égale 9, delta 2 égale 3. En espérant ne pas avoir fait de bêtises, c'est ça. Et donc, maintenant que j'ai ces résultats, alors pas 3, des bêtises, c'est 12. En fait, j'ai commencé à penser au résultat final. Et donc, ça veut dire que l'invariant de Green-Klettmann sur F, ça va être 9 moins 0, donc 9. Puis ensuite 12 moins 9 qui donne en effet 3. C'est la valeur que j'avais écrite tantôt. Puis après, ça s'arrête là. Donc voilà, vous avez obtenu l'invariant de Green-Klettmann du graphe qui est ici. Bien, alors si vous avez compris comment ça marche, je vais vous inviter à faire un plus gros exemple, donc c'est pas pour rien que je l'ai fait ici. Je vais vous écrire un remplissage qui va être assez intéressant et je vous laisse vous amuser à essayer de le faire si vous voulez, à faire une pause sur la vidéo pour essayer de faire le calcul de l'invariant de Green-Klettmann là-dessus, avant que je ne le fasse moi-même. Donc là, le remplissage que je propose est le suivant, donc 1, 3, 0, 2, 5, 4, 2, 2 ici, 1, 2, 1. Donc voilà le remplissage que je vous propose et à vous de jouer. Essayez de calculer l'invariant de Green-Klettmann sur ce graphe-là, ce remplissage-là. Ok, j'espère que vous avez réussi à faire le calcul. Et bon, celui-là est vraiment très intéressant parce que ça va être peut-être un petit peu contre-intuitif à ce qu'on commençait à avoir ici. Donc vas-y, là vite fait, dis-moi combien tu trouves toi là. Ah, attends, j'ai pas fait le calcul. Là, comme ça, de tête, je dirais 13, 4, 3, 2, 1, non? 13, 4, 3, 2, 1. Eh ben non, c'est pas la bonne réponse. Dommage. En effet, il faut faire un petit peu attention aux différents schémas. Donc là, c'est peut-être possible que vous ayez trouvé la même chose, mais en fait, de manière très surprenante, on va pas du tout avoir le même type de calcul qui va se profiler ici. Et en fait, il y a un moyen de savoir si on fait une bêtise ou pas, c'est qu'il y a un résultat que je vais citer un petit peu après, un résultat qui vous dit que en fait, la taille du partage, ou pardon, pas la taille, la longueur du partage, c'est nécessairement le nombre d'éléments que je peux avoir dans une antichaîne du graphe. J'y reviendrai plus tard.
vous en faites pas. Je vais d'abord faire le calcul de l'invariant de Green-Kleitman sur cet exemple. Donc, si je le fais sur cet exemple, vous avez un chemin de poids maximal qui normalement se dessine bien sous vos yeux. C'est celui-ci, 2, 2, 4, 5. Donc, a priori, delta 1 est égal à 5 plus 4 plus 2 plus 2. Donc, on va obtenir ici, donc 9 et 4, ça fait 13. En effet, le premier nombre qu'on devait obtenir, c'est bien 13. Maintenant, delta 2, et c'est là où c'est très intriguant. En fait, il ne faut pas garder le chemin que vous avez là pour déterminer la paire de chemins de poids maximal. Et c'est ça qui peut être un peu perturbant dans notre affaire. Donc ici, pour avoir une paire de chemins de poids maximal, ce qu'il faut prendre, c'est plutôt le chemin qui est ici, donc 2, 2, 4, 1, et le chemin qui est ici, 1, 3, 0, 5. Et c'est là où ça commence à être surprenant, car en effet, la paire de chemins que je viens de vous donner là ne contient pas le chemin que j'ai pris au départ. Par contre, on passe bien à travers les mêmes sommets. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de support, on a bien une contenance du chemin qu'on a eu de poids maximal dans la paire de chemins qu'on a obtenu. Et en fait, cette contenance, elle va être toujours vraie. Si j'ai obtenu un résultat avec un L uplé de chemin, alors quand je vais regarder le L plus unième uplé de chemin, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je sais qu'en termes de support, le support des L plus un chemin que je vais trouver, de poids maximal, va contenir le support des L chemins de poids maximal que j'ai calculé précédemment. Donc là, ici, la paire de chemins de poids maximal qu'il fallait trouver, et je vais l'entourer parce que je pense que c'est vraiment important, c'est celui-là et celui-là. Et c'est assez contre-intuitif, hein. Même en essayant de chercher d'autres trucs, sur le moment, vous pourriez vous dire, je vais peut-être garder ce chemin-là parce que je sais que là, on a un poids maximal. Eh bien non, ça ne suffit pas. Il faut essayer de s'amuser aussi à regarder d'autres valeurs possibles dans notre affaire. Donc là, si on doit calculer les valeurs qu'on obtient, ici, on va avoir donc finalement 18. Hein. Donc 13, les 13 qu'on a ici déjà, et 1 plus 3 plus 1. Donc là, ça nous donne 18. Et puis après, pour les autres chemins, c'est pas très difficile. Maintenant, à partir de là, vous pouvez faire le tour de quasiment tous les sommets, sauf le sommet 2. Donc si vous faites ça, là, vous avez 3 qui va s'ajouter, donc vous allez obtenir 21. Et enfin, delta 4. Et vous voyez que vous pouvez faire en effet le tour de tous les... Et c'est ce que je disais par un terme d'antichaîne. Là, on commence à peut-être pressentir ce qu'on entendait par antichaîne, mais je vais y venir d'ici quelques instants. Donc là, avec 4 chemins, en effet, vous arrivez à parcourir tous les sommets du graphe. Et donc, en faisant le tour de tous les sommets du graphe, vous trouvez 23. Et ainsi, l'invariant de Green-Kleitman sur ce remplissage, ça va être 13. Et ensuite, 18 moins 13, ça fait 5. Puis 3, puis 2. Voilà, super. Alors maintenant, je vais quand même donner quelques petits résultats sur les invariants de Green-Kleitman. Je pense que ça fera pas de mal. Et nous verrons au prochain épisode. Hop. Comment, parce que c'est ça qui est assez surprenant, mais comment la correspondance de Robinson-Shenstedt-Nuss peut se réaliser à l'aide des calculs d'invariants de Green-Kleitman. Donc, quelques propriétés qui me semblent assez intéressantes à souligner. Donc, si je... Ouais, je vais peut-être commencer par une petite définition rapide. Donc, définition, une antichaîne de G, c'est en fait une collection de sommets, donc inclus dans G0, tels que pour tout I et J, I différent de J, il n'existe pas de chemin de G tel que, donc de chemin C de G, tel que S de C, c'est S1, et S et T de C, pardon, c'est S1, c'est SI-SJ, c'est ça que je veux dire, SI-SJ, voilà. Et c'est vraiment anti-chaîne même dans le sens de possède. C'est ça aussi l'intérêt de travailler avec un graphe cyclique, c'est qu'il y a un lien très très proche entre prendre un graphe acyclique
et prendre un poset. Alors attention, si vous prenez n'importe quel graphe acyclique, vous n'obtenez pas toujours un poset. Ça ne correspond pas toujours à un poset. Il faut quand même faire attention à devoir enlever certaines flèches parce qu'il y a notamment les relations de transitivité. Et à cause de ces relations de transitivité, par exemple, si je devais avoir ce graphe-là, eh bien la relation de transitivité vous dit qu'en termes de poset, je n'ai pas besoin d'avoir cette flèche-là. Et vraiment, il y a un lien très fort entre le calcul de l'invariant de Green-Klettmann sur les graphes et l'invariant de Green-Klettmann généralement proposé pour les possets. Ceci étant dit, donc nous avons des antichaînes de G, et maintenant je peux donner la proposition. Donc pour n'importe quel remplissage, encore une fois en supposant que G est fini et acyclique, l'invariant de Green-Klettmann est un partage de la somme des valeurs, donc la somme des FII dans G0, de longueur au plus le nombre d'éléments dans une antichaîne maximale de G. Donc là, par exemple, pour le premier exemple, une antichaîne maximale que vous pourriez avoir, ça serait donné par le sommet B et C, par exemple. Et donc voilà, vous avez une antichaîne maximale de longueur 2, donc en effet, le résultat du partage ici est de longueur 2. Et là, pareil, vous avez une antichaîne de longueur 4, par exemple, vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et vous ne pouvez pas faire mieux. Vous pouvez vous amuser à essayer, mais vous allez voir que vous ne pouvez pas faire mieux que 4, comme je viens de le faire. Et par conséquent, ça veut dire que la taille du partage que vous devez obtenir doit être au plus 4. Voilà. Donc ça, c'est un très joli résultat qui découle de tous les calculs que nous avons fait ici. Et il y a pas mal d'autres petits résultats, mais pour cela, il faudrait avoir un procédé qui nous permette de calculer plusieurs invariants de Green-Klettmann dans un même graphe. Ici, nous travaillons avec des graphes plus ou moins irréguliers, donc il est un peu difficile de dire, je vais regarder tel sous-graphe, calculer son invariant de Green-Klettmann et faire le calcul, puis ensuite garder la valeur que j'obtiens. Il se trouve que si on s'amuse à dire justement pour une certaine sous-famille de graphes, je vais calculer l'invariant de Green-Klettmann, il se trouve qu'il y a la possibilité de retrouver, et c'est ça qui est assez fou, de retrouver le remplissage par lequel nous sommes partis via ces calculs d'invariant de Green-Klettmann. Et ça, nous le verrons au prochain épisode, comment ça s'effectue, notamment dans le cadre d'une réalisation de la correspondance de Robinson-Chested-Nuss. Ouais, bon, je vais m'arrêter là. Alors, juste pour le dire rapidement quand même, parce que je pense que c'est important de le mentionner, ce qu'il vient de raconter là sur l'invariant de Green-Klettmann, c'est pas forcément la définition de base. En vrai, la définition de base se fait sur des possets, et c'est pour ça qu'il a mentionné les possets à travers son exposé, c'est parce qu'en effet, Green-Klettmann, à la base, est défini sur les possets. Et il s'agit juste d'un jeu de détermination, de partition du posset à l'aide de chemins plus ou moins de poids maximal. C'est vraiment un peu le même genre d'idée, sauf que sur chacun des sommets, on va mettre un poids 1 au lieu de mettre n'importe quelle valeur entier, naturelle, non nulle. Donc on cherche juste des collections de chemins qui ne s'intersectent pas cette fois-ci, de poids maximal, et on demande juste à pouvoir partitionner notre ensemble grâce à ces chemins-là. Et c'est ça normalement la définition de base d'invariant de Green-Klettmann. Ici, on se permet d'extrapoler un petit peu, de travailler avec des chemins qui peuvent s'intersecter. Voilà, c'est un peu spécifique ici. Mais à savoir que les deux définitions se regroupent quand même, justement, comme je viens de le dire, avec ce cas particulier où on met que des sommets égales à 1. Et quitte à considérer que les chemins ne s'intersectent pas, on peut très bien découper les chemins en plusieurs morceaux. Bon, bien sûr, il y a peut-être 2-3 cas spécifiques où il faudrait préciser un petit peu plus ce qu'il se passe. Mais bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails. C'est déjà suffisamment de technique pour maintenant. Vas-y, tu peux conclure. Bien, je pense que c'était la dernière intervention et je pense avoir terminé pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on va reparler de la correspondance RSK, mais cette fois-ci sous l'angle d'attaque des invariants de Green-Klettmann. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!
Tchuss!